dans cet état de fait, nos mineurs, pardon, non, à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été votée définitivement. Et nos mineurs peuvent aujourd'hui encore sortir du territoire français avec une carte d'identité ou un passeport. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi? Parce qu'on a très bien vu, alors dans le cadre de ce documentaire ou dans le cadre d'autres interventions que l'on a pu entendre ou voir, qu'il est évident que la famille est très mobilisée autour de ces jeunes qui souhaitent partir. Et le problème, c'est que la famille est démunie, puisqu'à partir du moment où les mineurs peuvent partir quand ils veulent, comme ils le veulent, sans avoir le moindre document issu de leurs parents, eh bien, nous n'avons aucun moyen de leur interdire de passer les frontières. Et moi, encore ce matin, j'avais une jeune fille qui était dans mon bureau et qui me disait « Eh bien, moi, j'ai été attrapée à la frontière turque. » C'est-à-dire que la frontière française, elle a pu la passer sans difficulté. Par contre, en Turquie, on lui a dit « Toc, toc, toi, tu reviens parmi nous. » Voilà. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont extrêmement préoccupantes. C'est la raison pour laquelle, le 13 novembre 2014, une loi est passée et c'est toujours un petit peu des nébuleuses, hein, quand on a des lois qui passent, on essaye de faire passer au peuple des messages. On a entendu qu'il y avait cette difficulté sur la sortie du territoire. Ne vous inquiétez pas, tout rentre dans l'ordre. C'est faux, puisque ce qui est passé dans le cadre de cette loi du 13 novembre 2014, c'est la mise en place d'une procédure d'opposition à la sortie du territoire français, ce qui n'a absolument rien à voir avec les autorisations parentales de sortie du territoire, puisque là, c'est déjà un acte positif qui doit être fait soit par les parents, soit par des intervenants divers et variés, qui vont demander à l'administration de ficher telle ou telle personne. Et on est toujours dans la même situation aujourd'hui, puisque en octobre 2015, effectivement, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour qu'une loi rétablisse ces autorisations parentales, mais aujourd'hui, la réforme est en cours, puisque rien n'est définitivement promulgué. Donc ça, c'était l'un des points qui me semblait important d'évoquer avec vous, parce que c'est quelque chose qui interroge, et qui interroge justement dans la mise en place de ce processus législatif qui évolue, mais qui évolue dans un sens qui, moi, ne me paraît pas suffisant et surtout ne cible pas le cœur dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire nos jeunes. Parce qu'une autre loi a été votée le 24 juillet 2015 qui concerne le renseignement. Donc là encore, on n'aborde absolument pas la question des jeunes et des mineurs. Et une dernière loi vient d'être promulguée le 3 juin 2016 qui est relative à la lutte contre le crime organisé et plus particulièrement au financement. Et là encore, alors, on durcit un petit peu la procédure pénale puisqu'on autorise des perquisitions de nuit, on met en place, ça c'est une très bonne chose, une protection accrue des témoins. Ça me semble essentiel parce qu'effectivement on était un peu dans un no man's land jusqu'à présent et là on a véritablement des choses qui sont posées pour que les témoins puissent être véritablement protégés, parce qu'il est évident que pour combattre un tel fléau, eh bien, on a besoin de personnes qui vont venir témoigner, mais si on ne les protège pas, on n'aura plus personne très rapidement qui osera venir parler. Et il y a également des simplifications au niveau de la procédure pénale, mais bon, je vous en fais grâce. En tout état de cause, moi, ce qui me semble extrêmement important aujourd'hui, alors le gouvernement a des pistes en la matière, mais aujourd'hui on n'a rien de probant, c'est l'accent qui doit être mis sur la prévention. Parce qu'aujourd'hui, la prévention, c'est la seule chose qui va nous permettre d'éviter cet afflux de jeunes vers le djihad, vers la Syrie. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen véritable qui est mis en place pour la prévention. Alors, vous êtes tous ici, vous êtes en première ligne pour cette prévention. Nous avons les associations et j'ai été à de nombreuses reprises aux côtés de M. Benhamouda pour essayer de faire avancer cette association. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile d'être entendu et on nous sert beaucoup de beaux discours en disant « c'est bien, battez-vous, il faut continuer », mais derrière, il n'y a rien, on n'organise rien, il n'y a pas d'aide, et c'est vrai que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses et beaucoup de missions qui ont été menées par M. Ben et son fils, et qui ont été assez frais propres. Et c'est vrai que même s'il a toute la bonne volonté du monde, à un moment donné, eh
bien une barrière qui se crée. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument que cette prévention s'organise véritablement. Alors, le gouvernement a mis en place un numéro vert, évidemment, ça a son intérêt, mais ça a ses limites aussi, parce que les gens sont très réticents à appeler ce numéro vert. On a Stop Djihadisme, c'est-à-dire ces campagnes de publicité qui... Alors, c'est un bon début, j'ai envie de dire que c'est un postulat de départ qu'on ne peut pas éviter, mais c'est loin, loin, loin d'être suffisant. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est essentiel. Alors, les outils de lutte, on a des éléments, notamment un rapport très, très intéressant qui a été déposé en juin 2015 par le député Pietrasanta et qui ouvre un petit peu des voies et qui met en avant des outils pour lutter contre la radicalisation. Alors, notamment, ce qu'il faut savoir, mais ça, bon, je pense que si vous êtes intéressé par la question, vous le savez déjà parce que c'est vraiment la première chose qui vient dans les discours quand on parle de cette question, c'est le fait que finalement, dans la radicalisation, la question de la religion est très peu présente. Et c'est pour ça que vous êtes des acteurs essentiels et qu'on ne peut pas minimiser votre rôle, parce qu'on ne va pas venir vous demander de devenir des professionnels de l'islam, de connaître le Coran par cœur et de pouvoir en discuter avec les jeunes. Mais simplement, il faut partir du principe que de toute façon, les jeunes, même les plus vulnérables et les plus visés, ce sont ceux qui ont des bases quasiment à hauteur de zéro concernant l'islam. C'est la raison pour laquelle, en Syrie, dans les rangs de nos Français qui sont partis là-bas, on a 50% de convertis. Pourquoi? Parce que bien sûr, nos jeunes Français qui ne sont pas musulmans d'origine, eh bien, sont des proies faciles parce qu'on peut leur raconter tout et n'importe quoi et finalement, ils ne peuvent qu'y croire puisqu'ils n'ont pas la base minimum pour pouvoir contester ce qui leur est annoncé en face. Alors ensuite, vous avez, alors bien sûr, ça aussi, vous le savez, Internet qui est un facteur d'accélération par rapport à ce phénomène et peut-être même pas simplement qu'un facteur d'accélération, c'est même un facteur déclenchant, puisque finalement, sans Internet, le jeune ne va pas avoir accès à nombre d'informations diverses et variées, comme c'était dit dans le reportage par Mounia Bouzar, des informations qui sont mélangées. Il y a du vrai, il y a du faux, mais comme je te fais passer du vrai, finalement, tu vas avoir plus de facilité à avaler le faux que j'essaye de distiller. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas de profil type, hein, ça c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire qu'on a des convertis, on a des musulmans, on a des filles, on a des garçons, il n'y a pas de profil type. Et se dire, alors c'est vrai, hein, j'entendais tout à l'heure ce que vous disiez, de dire que là on ciblait les quartiers, mais que finalement il fallait ouvrir. Et moi je vous rejoins complètement, parce que il y en a partout. Alors les quartiers sont plus sensibles évidemment, parce qu'on est face à des jeunes qui sont parfois désœuvrés, à qui on ferme la porte clairement de l'emploi, et ça on le sait. C'est alors un film que je vous recommande aussi, c'est La Désintégration, qui est un film qui vraiment montre tout cet engrenage et le fait que pour un jeune issu des quartiers, ne pas arriver à trouver d'emploi, c'est ce qui va commencer à mettre en lui une rage contre la société. Et là, ça y est, on est parti, on est dans l'engrenage et ça gonfle, voilà. Donc, ça c'est important, le fait qu'il n'y ait pas de profil type. Et enfin, et ça encore, Mounia Bouzar l'indiquait dans le documentaire, ce qui va être le fil conducteur de toutes ces personnes qui vont tenter de mettre la main sur les mineurs, c'est de couper le lien. On va couper le lien avec la famille, on va couper le lien avec les amis, et c'est pour ça que vous êtes important, parce que peut-être parfois le jeune va venir auprès de vous quand déjà ces liens auront commencé à être coupés. Et donc c'est essentiel que vous sachiez à ce moment-là l'écouter et l'accompagner. Alors attention, votre rôle est extrêmement difficile et compliqué, parce qu'on ne peut pas non plus, la société ne peut pas non plus mettre trop de choses sur vos épaules sans vous avoir donné les moyens d'accompagner véritablement ces jeunes. Alors, l'un des outils dont parle justement le député Pietrasanta dans son rapport, c'est la nécessité de construire un contre-discours par rapport à ce jeune qui a finalement des œillères et qui ne voit plus la vie
que par la lorgnette de celui ou de celle avec qui il est en contact sur Internet. Et donc il va falloir que la personne face à lui puisse venir construire un contre-discours et aussi revivifier son appartenance à la société. Et ça me semble très important, parce que si on arrive à reconstruire un lien entre ce jeune et la famille, ce jeune et ses amis, ce jeune et la société, ben ce jeune c'est bon, on l'a récupéré, il est dans nos filets, et à partir de là, on peut détricoter. Mais c'est vrai que le plus difficile, c'est souvent de rattraper ce jeune. Alors, on le voit plus ou moins tôt, ça dépend des âges, ça dépend aussi du discours qui a pu leur être tenu, parce que de plus en plus, maintenant que ce sont des questions dont on parle et dont on se préoccupe, c'est vrai que certains vont dire aux jeunes, bon écoute, tu t'es laissé pousser la barbe, là tu rases la barbe, tu t'habilles normalement, tu parles bien, tu ramènes un peu d'argent à la maison, tu te fonds dans le paysage, et ça a un nom, ça s'appelle la taquilla, et on leur demande de faire les caméléons pour justement ne pas éveiller la curiosité, les soupçons, et pour que véritablement on leur fiche la paix. Voilà. Et donc là, c'est vrai que quand on est face à un jeune qui est passé à ce stade-là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que non seulement on ne sait pas si c'est un jeune qui a réussi à être rattrapé par la société et qui a renoncé au reste, ou si c'est un jeune qui se tapit dans l'ombre en attendant de passer à l'échelon supérieur. Donc ça, malheureusement, moi j'ai pas de clé, je pense que personne n'a de clé. Là on est sur de l'humain et c'est chacun avec la sensibilité qui est la sienne qui doit essayer d'œuvrer. Donc vous avez également comme outil, parce que bon, moi j'ai essayé en préparant cette intervention de pouvoir vous livrer des choses qui puissent être un peu concrètes pour vous. Il y a aussi un guide interministériel de prévention contre la radicalisation qui a été publié en mars 2016 et qui donne quelques pistes, alors on est sur des balbutiements puisqu'on n'a pas de recul par rapport à ce fléau, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Alors, une question que vous pouvez vous poser également, c'est quelles sont mes obligations et quels sont les risques parfois à recueillir la parole du jeune et à me taire si jamais ce que le jeune me dit peut être quelque chose de potentiellement grave. Alors, ça c'est compliqué parce que c'est la question de la confiance qui est mise en balance avec les obligations citoyennes qui sont les nôtres. C'est difficile parce que un jeune qui va venir se confier à vous, en général, c'est pas parce que vous le rencontrez une heure qu'il va se confier à vous. En général, c'est au terme d'un long processus. C'est quelqu'un que vous voyez à plusieurs reprises, qui vraiment va vous ressentir comme quelqu'un qui lui veut du bien et qui veut l'accompagner. Et ça va être d'autant plus difficile pour vous derrière de vous dire, bah là il m'a transmis certaines choses, je dois les signaler. Parce qu'après, il en va aussi de la confiance que les autres pourront mettre en vous, au-delà de ce jeune. Alors très clairement, là on est face à des obligations qui sont plus des obligations morales que des obligations juridiques ou pénales. Parce que la seule obligation au niveau juridique que l'on ait, c'est l'obligation de dénoncer un crime quand on en a connaissance ou qu'on a connaissance d'un projet de crime qui serait amené. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là-dessus, parce que les dénonciations de crimes, de projets criminels, on n'est a priori pas sur des mineurs qui sont scolarisés, qui sont encore en France et qui, bon, d'un coup vont venir vous dire « moi, j'ai mon oncle qui m'a préparé une ceinture d'explosifs et on va aller au Stade de France ». Bon, ça, je n'imagine pas une seule seconde. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous n'avez aucune obligation en termes pénals. Vous n'avez pas d'obligation de signaler. Alors, il y a une obligation. C'est pas, on ne viendra pas vous le reprocher en termes d'infraction si vous ne le faites pas. C'est-à-dire que... Et au titre de la protection de l'enfance? Alors, au titre de la protection de l'enfance, vous pouvez avoir des obligations qui sont issues de votre statut, mais qui ne sont pas des obligations qui seront sanctionnées par une infraction pénale. C'est-à-dire, on ne pourra pas vous poursuivre pour ne pas avoir signalé un mineur qui peut-être commençait à avoir un comportement qui interroge. Voilà. Aujourd'hui, il n'existe pas de qualification spécifique en ce sens. Voilà. Mais après, il est évident